Bonjour, bonjour. L'actualité en Amérique latine est toujours très riche et passionnante. Et depuis quelques jours, elle a été particulièrement riche et particulièrement passionnante. C'est pourquoi on va faire un petit point pour vous donner les clés, pour vous donner cet autre son de cloche que vous venez chercher sur les deux rives pour pouvoir comprendre ce qui se joue sur le continent latino-américain. Et aujourd'hui, nous allons aller dans plusieurs pays. Nous allons aller au Chili tout d'abord, où le président Gabriel Boric a pris possession du poste et a levé, on va dire, un certain enthousiasme au sein d'une certaine gauche. Et puis nous irons aussi en Colombie, puisqu'en Colombie viennent d'avoir lieu des élections parlementaires, donc pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale, ainsi que des primaires en vue de la présidentielle qui aura lieu en mai. Nous allons décortiquer les résultats intéressants, puisque la gauche colombienne fait une percée. On va voir ça plus en profondeur. Et nous irons aussi au Venezuela. Venezuela parce que ça fait un peu la une des médias pour une fois, et d'ailleurs de manière non biaisée, suffisamment rare pour pouvoir le noter. Une délégation donc, de la Maison Blanche est entretenue avec Nicolás Maduro, puisque comme conséquence du conflit en Ukraine, les États-Unis cherchent à diversifier leur approvisionnement en pétrole. Donc nous irons voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Et puis nous irons au Mexique aussi, où il y a eu un échange sympathique et musclé entre le président López Obrador et les parlementaires de l'Union européenne. Nous verrons aussi un peu où en est le Mexique. On aura l'occasion de voir en profondeur les projets de López Obrador. Et puis nous terminerons par le Pérou, parce que coup de théâtre au Pérou, et oui, encore un. Donc nous verrons le dernier acte, le dernier chapitre de cette série, de la série péruvienne. Voilà, donc évidemment sans plus attendre, on va partir au Chili. Évidemment, je vous rappelle avant toute chose que lesdeuxrives.info vous offre un autre son de cloche sur l'Amérique latine, un point de vue que vous ne trouvez pas dans les médias mainstream, et qu'aucun milliardaire ni aucun État ne finance les deux rives. Nous ne pouvons compter que sur vous. C'est pour cela que nous faisons appel à vos contributions. Nous vous invitons à aller sur le site lesdeuxrives.info et à contribuer en fonction de vos moyens. Voilà, c'est pour nous évidemment une garantie d'existence, de pouvoir nous diversifier aussi, et de vous donner cette autre son de cloche indispensable pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Voilà, nous ne sommes évidemment pas adeptes de la censure telle qu'elle a lieu aujourd'hui en Europe, et bien évidemment il y a aussi toute une forme de censure qui est par le moyen économique, donc c'est pour ça que nous comptons sur vous. Voilà, donc ceci étant dit, nous partons au Chili, où il a eu lieu donc il y a quelques jours, le 11 mars 2022, la prise de pouvoir, l'entrée en fonction de Gabriel Boric. Donc Gabriel Boric, plus jeune président du Chili, il a 36 ans, il était jusqu'alors connu pour avoir été un des meneurs des luttes étudiantes qui avait fait bouger un peu les lignes il y a de ça plus de 10 ans maintenant. Au Chili, il avait été député, et donc il a été élu contre le candidat de l'ultra-droite Kast, et il a immédiatement levé un certain enthousiasme. On entend par-ci par-là que Gabriel Boric représente une nouvelle gauche, une gauche plus jeune, plus à même de pouvoir toucher des problèmes ou des problématiques que certaines gauches avaient laissé de côté. D'ailleurs, lui-même en avait fortement joué, puisqu'il disait que son modèle n'était pas de refaire des modèles de progressisme ou des modèles de transformation sociale qui, selon lui, avaient échoué
au cours de la première moitié du XXIe siècle. Donc évidemment, il se réfère la première moitié du XXIe siècle, voire avant, puisqu'il se réfère évidemment, lorsqu'il parle de ces modèles de gauche qui ont échoué, en tout cas dans la région, à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua. Voilà, vous avez remarqué que sur les deux rives, nous n'avons absolument rien dit des polémiques qui n'ont pas manqué de naître entre le moment où Gabriel Boric a gagné son élection et le moment de sa prise en fonction, pour une simple raison, c'est que nous allons juger à partir de maintenant sur acte. Voilà. Tout d'abord, nous avons pu voir, bien évidemment, la composition de son cabinet. Donc, alors c'est un cabinet qui n'est pas paritaire, puisqu'il y a une surreprésentation de femmes, donc 14 femmes pour 10 hommes. Alors, évidemment, ça aussi, ça avait immédiatement fait polémique chez les tenants de la vieille gauche, en disant, oui, certes, mais il faut voir un peu, pas uniquement la diversification de genre, il faut voir aussi les différenciations ethniques, de classe sociale, à quels intérêts répondent les ministres qui ont été mis en place. Évidemment, quand on s'approche un petit peu, quand on regarde, on voit une extrême homogénéité de classe, hein, puisque la plupart des ministres, tous les ministres en réalité, sont donc tous issus, comme le président d'ailleurs, de l'université chilienne. Or, l'université chilienne n'y va pas qui veut, hein, n'y va pas même qui peut, puisqu'il y a un système, quand vous sortez du lycée, de points qui vont vous permettre de pouvoir choisir une université. Donc évidemment, quand vous sortez des lycées, de certains lycées, on va dire, dans les zones populaires, évidemment, vous n'avez pas la même chance d'avoir le nombre de points suffisant pour pouvoir prétendre à l'université. Et une fois que vous pouvez être choisi pour une université en fonction de vos points, il vous reste ensuite à passer l'épreuve du crédit, puisque les universités sont privées, même quand elles sont semi-publiques, il faut faire un investissement pour pouvoir rentrer à l'université. Évidemment, cela dépend aussi des garanties économiques et financières que peuvent donner votre entourage, vos parents. Donc il y a une espèce de sélection par la classe à l'université au Chili, et donc qui se retrouve bien évidemment dans le cabinet de Gabriel Boric, cabinet dont la conduction économique échoua à une personne ouvertement néolibérale qui avait eu qui avait un poste sous le gouvernement donc de Piñera. La personne qui va s'occuper des relations extérieures a travaillé à l'OEA, était une féroce ennemie, je vois que le terme est juste, des gouvernements vénézuéliens, cubains et nicaraguayens. Donc là, évidemment, on voit, juste sur ces deux exemples, on va laisser le bénéfice du doute aux autres, on voit qu'il y a certainement une continuité à ce qui s'est fait avant, notamment dans ces deux matières-là, qui sont quand même des matières centrales. Alors évidemment, il y a beaucoup de symboles, hein, la petite fille de Allende qui hérite du portefeuille de la défense, donc là, évidemment c'est éminemment symbolique. Nous verrons ce qu'elle en fait un peu plus tard. Toujours est-il que lors de son ascension, il y a eu donc une foule d'invités internationaux. Ce qui a frappé immédiatement, c'est que la nouvelle diplomatie, du nouveau progressisme, a décidé de ne pas inviter le Venezuela, de ne pas inviter le Nicaragua. Alors bon, ça dépend, on va dire, des relations diplomatiques qu'ils veulent établir avec ces pays-là. Mais alors, ce qui est plus surprenant, c'est qu'ils ont invité des opposants. Dans le cas du Nicaragua, notamment, nous avons pu voir des opposants de longue date au gouvernement sandiniste, comme Gioconda Belli, parader donc à Santiago du Chili. Dans le cas de la Colombie aussi, le gouvernement chilien avait décidé d'inviter Gustavo Petro, candidat présidentiel du nouveau progressisme,
de cette nouvelle gauche à la présidence de la Colombie. Et donc évidemment, le gouvernement colombien n'a pas daigné se déplacer. Donc là, déjà, au Venezuela, heureusement, ils n'ont pas invité Guaido, mais donc il n'y a pas eu de représentants non plus. Donc là, on voit aussi déjà qu'ils privilégient finalement les relations entre amis plutôt que les relations entre États. Donc ça, cet enthousiasme qui avait été levé par l'élection de Gabriel Boric, qui aurait pu faire que le Chili se convertisse en un vecteur puissant de l'intégration latino-américaine, je pense que là, ça ne sera pas le cas, puisque effectivement, il faut privilégier les États, hein, peu importe le gouvernement. Je rappelle tout de même que lors de la construction de la UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, Uribe, le président d'ultra-droite à l'époque, était présent, était évidemment invité comme responsable de la nation colombienne, de l'État colombien, alors qu'il était minoritaire et que la plupart des participants à l'époque, la plupart des gouvernants ne le portaient pas dans leur cœur. Bon, voilà. Alors ça marche, mais pour d'autres pays, ça marche pas, parce que par exemple, le président Lasso d'Équateur, lui, a été invité. Peut-être que Rafael Correa était trop de la vieille gauche, old-fashioned progressive. Donc là, ils n'ont pas daigné inviter son opposant. Donc, bon, ça, évidemment, c'est pas très sérieux, mais ça montre une certaine manière symbolique, évidemment, de gouverner. Il y a eu des grandes images. Donc Boric a reçu un Pokémon de l'ambassadeur du Japon, puisqu'il aime bien les Pokémon. Il y a toute une symbolique différente qui, évidemment, va devoir s'affronter avec le réel. Parce qu'on ne fait pas que de la symbolique en politique, même si celle-ci est importante. Le projet de transformation sociale que les Chiliens ont porté au pouvoir, puisque c'est la conclusion, on va dire, d'un grand mouvement social qui a décidé de rebattre les cartes, notamment avec l'écriture d'une nouvelle constitution, et puis avec un gouvernement de changement. Donc il va falloir, pour ce gouvernement, être à la hauteur des attentes des Chiliens, et pas seulement sur des aspects symboliques, ou sur des aspects très chers, on va dire, à cette nouvelle gauche, comme le droit de la nature, les droits des animaux ou le changement climatique, chose qui, par ailleurs, va créer une véritable confrontation, notamment au sein même de l'économie chilienne, qui, je le rappelle, exploite des mines de cuivre et d'autres minerais. Voilà. Donc, sur le Chili, je pense qu'il y a tout un débat en Amérique latine sur la confrontation entre cette nouvelle gauche, entre guillemets, et puis les expériences révolutionnaires des années passées, qui sont toujours en cours d'ailleurs, soit dit en passant, pour beaucoup d'entre elles. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du gouvernement Boric. Si on s'imagine que c'est un gouvernement révolutionnaire, on tombe à côté d'une grille de lecture qui permettrait de comprendre les évolutions prochaines de la politique chilienne. Je pense qu'il faut revaloriser nos attentes par le bas et de voir comment ce gouvernement, qui est aussi un gouvernement, on va dire, composé de beaucoup de jeunes, va finalement s'adapter aux réalités du continent, notamment évidemment en matière diplomatique, mais aussi en matière énergétique et en matière de sécurité alimentaire, et de voir comment l'intégration latino-américaine pourra être renforcée. Voilà, je m'arrête là pour le Chili. Je vais peut-être être un petit peu long parce qu'il y a d'autres pays. Je vais me servir immédiatement, et je vous conseille d'en faire de même, un jus. Moi, je bois du jus de fraise que je me suis fait juste avant de faire cette vidéo. À la vôtre, faites-vous un jus de fraise ou un jus de papaye. Vous allez voir, ça passe beaucoup mieux. Vous allez beaucoup mieux m'écouter, relaxer comme ça avec un petit jus. Puisque maintenant, on va en Colombie. Alors, la Colombie, il y avait des élections ce dimanche 13 mai 2022.
il y avait 3 élections. Les élections pour les députés, les élections pour les sénateurs et, dans 3 cas, des primaires. Les primaires de la droite, les primaires du centre et les primaires de la gauche pour aller vite. Comment les citoyens colombiens votaient? Alors, vous arrivez en théorie. Je dis en théorie, pourquoi? Vous allez voir après. Comment ils votaient? Vous arrivez dans le bureau de vote. Si vous voulez voter pour une des primaires, vous demandiez le carton, la feuille, et vous votez pour le candidat ou la candidate de votre préférence au sein d'un groupe défini, donc gauche, centre ou droite. Non? Et puis, le même jour, à la même heure, au même moment, vous pouviez évidemment voter pour des députés ou des sénateurs. Alors vous pouviez voter pour des députés ou des sénateurs, il y avait une liste, et vous pouviez voter aussi nominalement, c'est-à-dire choisir dans une liste le sénateur ou le député pour lequel vous vouliez voter. Ça, c'était de manière générale, sauf pour la gauche colombienne qui avait pris le pari de ne pas proposer de vote nominal, mais de proposer une liste fermée, c'est-à-dire un nombre paritaire d'ailleurs de députés, enfin de candidats à députés, de candidats à sénateurs, et donc dans ce cas-là, vous votiez pour la liste et à la proportionnelle, le nombre d'élus allait être déterminé. Voilà. Alors je dis ça puisque dans le cas de la gauche, les primaires, donc la primaire a réuni 5,6 millions d'électeurs. Et Gustavo Petro a remporté cette primaire à plus de 80%, 80,4%, c'est-à-dire avec 4,5 millions d'électeurs qui se sont portés sur son nom au sein de la primaire de la gauche. Je répète que vous ne pouviez voter que pour une des 3 primaires, hein, bien évidemment. Alors, dans le cas du centre, la primaire du centre a réuni 2 millions d'électeurs. C'est Sergio Fajardo, qui avait déjà été candidat en 2018, qui a gagné cette primaire du centre. Hein. Je rappelle que c'est cette fameuse primaire, donc je le dis parce que les Français, il n'y a que les Français qui ont été informés, on va dire, de cela, mais à cette primaire-là devait participer Ingrid Betancourt, évidemment, qui s'est elle-même mise hors jeu, puisque ces conditions qu'elle avait imposées aux autres candidats n'ont pas été retenues par la majorité des candidats. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup plus d'importance donnée à cette précandidate en France qu'en Colombie. Donc, dans cette primaire du centre, c'est donc Sergio Fajardo qui a gagné avec 33,4%. Donc Sergio Fajardo qui a été maire de Medellín, qui est candidat perdant au premier tour de l'élection présidentielle de 2018. Et puis, pour le primaire de la droite, qui étaient des élus, des maires ou des gouverneurs, donc cette primaire a réuni 4 millions d'électeurs. Et donc, la petite surprise, c'est Federico Gutiérrez qui a été élu. Donc 54,20%. Donc, on reviendra évidemment là-dessus. Donc, ça donne 3 candidats élus par primaire pour l'élection présidentielle. Donc, Gustavo Petro pour la gauche, Sergio Fajardo pour le centre, et donc Federico Fico Gutiérrez pour la droite. Et donc, Gutiérrez est présenté comme un candidat indépendant. Nous verrons par la suite ce qu'il en est. Sauf qu'il y a un problème qui a été dénoncé par l'équipe de Gustavo Petro. Quand on regarde les résultats, à la primaire de la gauche, il y a eu 5,6 millions de votants. Or, aux élections pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale, on ne retrouve sur les listes de la gauche que 2,5 millions de votants à peu près, c'est-à-dire que 3 millions d'électeurs se sont perdus en route. C'est-à-dire que vous y alliez, votiez pour la primaire de la gauche, et puis non, en fait, vous alliez voter pour quelqu'un d'autre. Alors ça, évidemment, des votes croisés, ça existe. À plus de la moitié des électeurs, à 3 millions de votants,
c'est quand même un petit peu bizarre. Et c'est tellement bizarre que cette manipulation, on va dire, a été dénoncée par le candidat donc, à l'élection présidentielle, Gustavo Petro, qui fait remarquer sur 25% des bureaux de vote, il n'y avait pas de bulletin pour voter pour le Pacto Histórico, c'est-à-dire pour la gauche colombienne. Et ça, d'ailleurs, ça m'a été aussi confirmé par des personnes, par des électeurs, y compris électeurs lambda, pas forcément de gauche, en Colombie, qui m'ont dit, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de bulletin pour la gauche colombienne. Donc, évidemment, là, il y a des gros soupçons de fraude. Nous verrons dans les prochains jours comment cela sera résolu. Et évidemment, ça émet un certain doute sur la fiabilité de la prochaine élection présidentielle. Je rappelle qu'il y a, donc après l'élection aussi frauduleuse de Iván Duque en 2018, une journaliste de droite avait interviewé un ancien sénateur, Roberto Gelstein, qui est un des membres d'une grande famille du nord de la Colombie, en lui disant « Mais que répondez-vous à Petro lorsqu'il dit qu'il y a eu des fraudes ?» Donc elle lui tendait la perche pour que le bonhomme lui dise « Non, pas du tout, Petro raconte n'importe quoi. » Et le type avait dit « Ah, mais pas du tout, oui, c'est une coutume du nord de la Colombie qui s'est étendue à tout le pays. C'est une coutume ancestrale. La fraude électorale, l'achat de votes, est une coutume ancestrale de la Colombie. » Et tiens, on va l'écouter d'ailleurs, Gelstein. Écoutez ça. La gente que se ha sentido ofendida aquí en la costa caribe por lo que dijo Petro sobre esos votos que son comprados y que si no son comprados no salen a votar. ¿A esa gente qué le dice? ¿A los ofendidos? ¿Qué le digo? Que no se ofendan. Que no se ofendan. Que esa es una costumbre inveterada, perniciosa, un poco inmoral, pero que es tradicional, no solo en el departamento del Atlántico o en Barranquilla o en los pueblos del Atlántico, sino en todos los departamentos de la costa. Y quiere que le diga otra cosa. Señor. Se ha extendido por infortunio ese mecanismo electoral a todo el país. En Bogotá compran los votos, en Medellín compran votos, en Pasto compran votos, en el Valle compran votos. Esa es una costumbre que comenzó por ser costeña, pero que se ha convertido en una costumbre electoral de Colombia. Voilà, ça pourrait se passer de commentaires, mais imaginez que Gustavo Petro, le jour de l'élection, ou la veille de l'élection, avait tweeté à ceux qui vont être soumis à des pressions pour des achats de votes, prenez l'argent mais votez pour moi. Et ça, ce cirque-là, c'est la démocratie exemplaire qui est peinte dans nos médias et dont l'Union européenne, les États-Unis, l'Occident en général nous disent qu'il n'y a absolument aucun problème sur le système électoral colombien. Donc, malgré la fraude, on verra dans les prochains jours ce qu'il en est, parce que certainement il va y avoir des plaintes au niveau électoral. Malgré la fraude, alors ça c'est assez incroyable, malgré la fraude, le Pacto Histórico est arrivé en tête autant pour les sénatoriales que pour les députés. Alors, au niveau du Sénat, ça donne 16 sénateurs pour le Pacto Histórico, 16 sénateurs pour le Parti conservateur, la droite, 15 sénateurs pour le Parti libéral, les libéraux, les Verts, d'autres libéraux, 14 sénateurs, le Centro Democrático, l'ultra-droite, 14 sénateurs, Cambio Radical, l'extrême droite, 11 sénateurs, et le parti de la U, la droite, 10 sénateurs. Bon, là, vous avez fait un petit calcul, vous n'avez pas noté les chiffres, mais vous avez vu quand même, par un petit calcul, que les forces, on va dire, progressisme ou ayant une vision de changement social en Colombie sont extrêmement minoritaires. Donc, cela veut dire que même si Petro gagne, il va falloir qu'il compose avec des forces adverses
au Sénat et à l'Assemblée nationale, puisqu'à l'Assemblée nationale, le Parti libéral, 32 sièges, le Pacto Histórico, 25 sièges, Parti conservateur, 25 sièges, Centro Democrático, 16 sièges, là où 15 sièges, Cambio Radical, 16 sièges, et les Verts, 11 sièges. Donc, même si Petro gagne, il aura fort à faire, puisqu'il aura évidemment un pouvoir législatif contre lui ou avec un pouvoir législatif avec qui il va devoir composer. Alors maintenant, on va revenir sur la figure de Fico Gutiérrez. Alors qui est Fico Gutiérrez? C'est un politicien qui était maire de Medellín. Fico Gutiérrez se présentait comme un candidat indépendant. Alors, indépendant, il faut voir tout de même jusqu'à quel point. Alors, en 2011, lorsque Fico Gutiérrez est candidat à la mairie de Medellín, il tweet le 30 octobre 2011, on va remettre le tweet évidemment pour que vous le voyez, il tweet « Je serai le maire de Medellín et Álvaro Uribe sera notre grand conseiller pour la sécurité. J'ai toute ma gratitude pour lui. » Alors, nommer Álvaro Uribe comme grand conseiller à la sécurité en sachant tous les liens qui l'unissent avec les cartels de la drogue et avec les paramilitaires colombiens responsables de l'exécution et de massacres de leaders sociaux, leaders syndicaux, leaders indigènes en Colombie, c'est un peu mettre Marc Dutroux comme secrétaire à l'enfance, vous voyez, hein, c'est une blague, on ose à peine croire qu'ils peuvent le faire, et ben non, il n'y a absolument aucun problème. Donc évidemment, il y a des liens entre l'uribisme, des liens de longue date entre l'uribisme et ce candidat qui se présente comme indépendant. Qui plus est, l'ancien secrétaire, alors il n'a pas nommé, Uribe évidemment n'a pas été conseiller formel des politiques de sécurité, néanmoins la personne qui s'occupait de la sécurité donc à la mairie de Medellín, donc Gustavo Villegas, a été condamné par le bureau du procureur général de Colombie en 2017. Il a été condamné parce qu'il avait des liens avec des membres d'un cartel de drogue, la Oficina de Envigado, et selon le bureau du procureur, en fait, il y avait des liens très forts, il filtrait des informations, et notamment, le but aurait été de donner le contrôle de certains territoires de la ville de Medellín aux paramilitaires qui fassent du nettoyage social, ce qu'ils font en Colombie depuis des années, ce qu'ils ont essayé de faire dans certains quartiers du Venezuela, et cette espèce d'opération de terreur finalement sur les populations. Donc, lorsque Villegas avait été inculpé, il avait reçu évidemment immédiatement le soutien je vous le donne dans le mille, de Álvaro Uribe, qui disait « Ah, pas du tout, je l'aime beaucoup, il n'est pas du tout étrange que Gustavo, le mec en question, le responsable de la sécurité, ait simplement essayé d'explorer la voie de la démobilisation d'un groupe violent. » Bon, évidemment, on se fout un petit peu de la gueule des citoyens colombiens, certainement de la nôtre, parce que vous allez voir, dans les prochaines semaines, on vous présentera Fico Gutiérrez comme un candidat indépendant. Je rajoute aussi qu'au niveau de la sécurité, la ville de Medellín n'a pas du tout amélioré sous la gestion de Fico Gutiérrez. Au contraire, les cartels narco-paramilitaires imposent même des couvre-feux dans la ville, etc. etc. Donc, ça c'est important parce que le candidat officiel de l'uribisme, Zuluaga, donc le candidat du parti Centro Democrático, a immédiatement après la primaire qui a porté Fico Gutiérrez donc, comme vainqueur du camp de la droite, s'est immédiatement désisté et a apporté son soutien
à l'ancien maire indépendant. Donc là, évidemment, on voit une collusion immédiate. Je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il y a un petit peu moins d'un an, si vous vous souvenez bien, il y avait eu des manifestations gigantesques en Colombie, manifestations qui avaient été réprimées dans le sang, hein, avec des morts, avec des disparus, où on avait pu voir pendant un temps la véritable nature du pouvoir ouribiste en Colombie. Pour ceux qui s'intéressaient plus en profondeur, évidemment, on la connaissait, puisque c'était dans les campagnes, cette terreur s'abattait depuis des années sur les campagnes colombiennes, mais là, elle avait touché les villes, et puis pas seulement les quartiers populaires, sinon aussi les quartiers de classe moyenne. Donc il y avait eu des relais internationaux, certains médias mainstream avaient couvert très bien d'ailleurs la révolte des Colombiens et surtout la répression qui s'en était suivie. Et évidemment, à ce stade-là, on aurait pu penser que l'ouribisme était mort. Ivan Duque, donc, qui était le candidat d'Uribe à la présidentielle, est aujourd'hui à une popularité presque aussi forte que François Hollande à la fin de son mandat ou de Lénine Moreno à la fin de son mandat, c'est-à-dire avoisinant les 10%. Donc on aurait pu penser que l'ouribisme était mort. Et alors, généralement, je suis un petit peu plus humble, mais il se trouve qu'il y a, donc en mai dernier, j'avais écrit un article sur la situation colombienne, dans laquelle je me permets de vous citer 3 lignes. Je disais, le salut de l'ouribisme, c'est l'ouribisme lui-même. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de ce système à se réinventer électoralement pour se perpétuer au pouvoir, même dans un moment où il apparaît très discrédité. Et je crois que là, on est exactement dans cette situation, avec un candidat, évidemment, non déclaré comme le candidat de l'ouribisme, mais qui aura tous les soutiens et qui finalement perpétuera le système mis en place depuis de nombreuses années et perfectionné, je dirais, par Uribe. Je vous renvoie à cet article pour bien comprendre de quoi il s'agit et que c'est un système, ce n'est pas un système qui a dépassé son créateur, on va dire, en la personne de l'ancien président Álvaro Uribe. Et donc, là, on va voir dans les prochaines semaines, encore une fois, comment va être la campagne électorale. Donc, les élections ont lieu fin mai. Mais il y a déjà 2 pôles qui s'affrontent, non? Gustavo Petro, donc pour ce modèle de changement de la Colombie, si modéré qu'elle soit, et puis les tenants du système, et avec évidemment un camp dit de centre qui finalement est un camp libéral, et on verra d'ailleurs quels vont être les comportements des électeurs de Sergio Fajardo et du camp du centre, entre guillemets, qui est en fait un camp de libéral, beaucoup plus que de centre politique. Alors, ça ne sera pas les trois seuls candidats, ce sont les candidats qui ont émergé des primaires. Il y en aura certainement d'autres. Évidemment, nous suivrons le déroulement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle avec beaucoup d'attention, et puis nous suivrons bien évidemment les enquêtes, si aussi enquête il y a, sur les accusations de fraude portées par un des candidats, notamment Gustavo Petro. Voilà, nous allons traverser la frontière par Cúcuta pour aller d'abord à San Antonio, San Cristobal, Mérida, on remonte jusqu'à Caracas. Nous allons au Venezuela, puisqu'il s'est passé plusieurs choses intéressantes. A eu lieu le 5e congrès du PSUV, en même temps que le 4e congrès de la jeunesse du PSUV. Et ça a été décidé ainsi, pour une raison très simple. Ce congrès avait été initié sous une nouvelle impulsion, en fait, par le président Maduro, qu'ils appellent au Venezuela les 3R.net, c'est-à-dire les 3 R
résister, renaître et révolutionner dans la nouvelle étape de la transition au socialisme. 3R.net, hein, là aussi on est un peu dans le symbolique, mais enfin là par contre il y a un véritable contenu, et donc une des idées, il y avait plusieurs lignes de travail, notamment la défense de la souveraineté, le choix ou la promotion de nouveaux leaderships. Donc c'est pas anodin non plus d'avoir mélangé le congrès du PSOU avec le congrès de la jeunesse du parti. Et puis la lutte contre la corruption, qui étaient donc des bases qui ont été discutées avec une très bonne méthodologie, qui ont été discutées donc, pendant plusieurs jours. Et en fait, ce congrès ne s'est pas terminé au bout de 4 jours, c'est donc qu'il va durer plusieurs mois. Et les réponses vont évidemment être systématisées, analysées, centralisées pour pouvoir apporter des réponses non seulement aux militants, mais aussi à l'ensemble de la population vénézuélienne. C'est-à-dire que le parti de masse, conçoit une unité avec le gouvernement, et donc un rôle dans l'agenda transformateur du gouvernement bolivarien. Et alors à ce congrès participaient 2200 délégués, 1100 femmes, 1100 hommes, alors entre les délégués territoriaux et les délégués par secteur, c'est-à-dire qu'il y avait des délégués qui ont été élus donc, de manière territoriale de telle ville, telle région, etc. Et des délégués par secteur, donc secteur des retraités, secteur des travailleurs de la fonction publique, secteur de la communication, secteur de la pêche, secteur de LGBTI, secteur... bon, il y avait 25 secteurs, un secteur ouvrier, la classe ouvrière, etc. Donc, qui venaient aussi s'ajouter aux délégués territoriaux pour enrichir, on va dire, la discussion. Ces délégués avaient été choisis, postulés par un système à partir de la présence du Parti socialiste unifié du Venezuela ou de la jeunesse du parti dans 282 000 rues du Venezuela, qui correspond à 40 000 communautés. Donc c'est évidemment aussi un énorme contrôle au maillage territorial qui permet d'avoir des responsables un peu partout sur le territoire national. Voilà. Et évidemment, clou de cet événement, donc, le 5e congrès du PSOUV, 4e congrès de la jeunesse du PSOUV, le jour de l'inauguration était le 5 mars, c'est-à-dire 9 ans après la disparition physique du commandant Hugo Chavez. Pour ceux qui suivent bien les deux rives, vous avez vu que j'ai fait une petite vidéo dans le mausolée d'Hugo Chavez. Voilà. Alors, voilà pour le congrès du PSOUV. Évidemment, ce n'est pas ce qui a retenu l'attention des médias mainstream, hein. Alors après ils vont nous expliquer que Maduro est seul, isolé dans un bunker, etc. Mais non, je suis désolé, il n'est pas seul. Il y a une vraie force vive entre le parti, les mouvements sociaux, les conseils communaux, la démocratie participative et protagonique au Venezuela, les communes socialistes. Je rappelle qu'on n'est pas forcément membre de toutes les instances que je viens de vous dire et du parti. On peut être membre des CLAP, donc des comités locaux d'approvisionnement de nourriture, ou d'une commune, ou d'un conseil communal, sans forcément avoir sa carte au parti. Donc il y a un véritable bouillonnement qui n'a pas cessé au Venezuela. Évidemment, Nicolás Maduro n'est pas isolé, n'est pas seul. Et ça, évidemment, de nombreux médias ont du mal à le comprendre, puisqu'ils vont très rarement sur place, et quand ils y vont, c'est pour des élections, donc de manière épisodique. Ils n'arrivent pas à sentir la dynamique de la révolution bolivarienne, y compris avec les conséquences néfastes du blocus criminel. Et c'est aussi cette dynamique qui peut avoir certains changements, expliquer certains changements, puisque le 5 mars, exactement, quelques heures après l'inauguration du congrès du PSOUV
par le président Nicolás Maduro, celui-ci recevait une visite pour le moins inattendue, puisqu'il s'agissait d'émissaires de Joe Biden, du président des États-Unis, qui envoyait donc des officiels rencontrer son homologue vénézuélien Nicolás Maduro, et notamment pour parler de sécurité énergétique, les États-Unis étant via des proxys et leurs laquais européens en guerre contre la Russie en Ukraine. Leur grande interrogation était de savoir s'ils faisaient un embargo sur le pétrole russe, quelle serait la réponse vénézuélienne, etc. Et donc là, ça a donné lieu aussi à plusieurs spéculations. Mais avant cela, c'est un véritable pied de nez à, comment s'appelle-t-il, à Juan Guaidó, n'est-ce pas? Puisque au moment de gérer des affaires d'État, le président des États-Unis envoie ses émissaires se réunir avec le président de la République bolivarienne du Venezuela. Ils n'ont même pas pris la peine d'aller saluer ou d'apporter des cacahuètes à Guaidó. Même pas. C'est un camouflé. Et d'ailleurs, toute l'extrême droite et l'ultra-droite latino-américaine s'est offusquée. Comment est-ce possible? Le président intérimaire, mais enfin, il n'y a plus que vous qui y croyez à cette fable, vous et certains médias et certains diplomates et certains politiciens qui ont maintenu en vie cette histoire rocambolesque et putschiste depuis le début, depuis 2019. Donc là, évidemment, Guaidó apparaît vraiment comme un pauvre débile. Et chose incroyable, c'est que, et vous pouvez regarder, mais le jour qui a suivi la réunion des officiels états-uniens avec Nicolás Maduro, le jour d'après, les médias dans le monde ont parlé du président Nicolás Maduro, parlé d'une économie qui se stabilise, c'est vrai, elle se stabilise, mais jusqu'alors, on parlait du désastre économique. On parlait de migrants vénézuéliens qui reviennent dans le pays, alors que durant des années, ce n'étaient pas des migrants économiques qui fuyaient les conséquences du blocus inhumain et criminel. Selon le storytelling médiatique, il s'agissait de gens qui fuyaient la dictature. Donc tout ça, le jour d'après, était complètement balayé et ont changé de narrative pour s'aligner finalement sur celle qui convient le mieux aux intérêts diplomatiques et énergétiques, dans ce cas-là, des États-Unis. Ça fait peur. Parce que là, on voit bien que votre cerveau, il est complètement pris pour cible. C'est ce que mon ami Victor Dédage appellerait une rupture narrative dans les médias. Voilà. Alors, quelques jours après cette rencontre, il y a eu beaucoup de spéculations. Les États-Unis, finalement, venaient voir s'il y avait un moyen de réaliser une opération pétrole contre trahison, pour essayer d'acheter le Venezuela et de les retourner contre les Russes. Sauf que le Venezuela est un pays digne. Et le Venezuela n'oublie pas qui les agresse, les États-Unis, et qui les a aidés durant ces temps de blocus. Et quelques jours après, en Turquie, la vice-présidente, donc Delcy Rodriguez, s'est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Donc on avait eu encore un peu des spéculations médiatiques, le Venezuela retourne sa veste, ils ne vont plus rien faire avec les Russes, puis pas de peau, 3 jours après, nous avons la vice-présidente avec Sergueï Lavrov pour parler exactement de la sécurité énergétique. Et puis, encore 2 jours après cette réunion avec le ministre des Affaires étrangères russe, le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Félix Plasencia, s'est réuni avec Borrell, Joseph Borrell, donc, qui fait office de haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, donc pour l'informer de la position vénézuélienne et sa disposition à diversifier sa clientèle pétrolière, c'est-à-dire la position qui est
toujours la même depuis l'avènement de la révolution bolivarienne avec Hugo Chavez. Là, on peut noter quelque chose, c'est que les Européens sont vraiment les laquais total de la politique étrangère des États-Unis. C'est-à-dire, il y a un type dans la campagne présidentielle française qui nous parle de souveraineté européenne. Bon, là, on voit qu'il n'y en a absolument pas. Il n'y a aucune autonomie en matière de diplomatie. Et il suffit que les États-Unis changent leur politique, fassent un virage à 182 degrés sur leur politique pour que les Européens suivent derrière. C'est... Mais à vomir, un tel niveau de servilité est à vomir. Donc, quelle est la position du Venezuela? La position du Venezuela, elle est très simple. D'abord, reconnaissez nos institutions, c'était reconnaissez que le président Nicolás Maduro est le président. Levez le blocus, et ce blocus criminel, et le surplus de production que nous pourrions apporter. Le Venezuela est à 1 million de barils par jour en ce moment. Il vise à arriver à 2 millions de barils, qui était la production avant le blocus. Cette production peut être diversifiée, évidemment, et vendue à divers clients. Voilà, c'est très simple. Et là, on voit évidemment un revirement des États-Unis sur la question du Venezuela, et évidemment des pays satellites des États-Unis qui s'empressent de courir derrière. Voilà, pour le Venezuela. Nous allons maintenant au Mexique. Au Mexique, on n'en parle pas beaucoup. Or, il y a eu un petit échange assez rigolo entre le Parlement européen, encore une fois, et je pense encore une fois, pour ce que je viens de dire sur le Parlement européen, ça s'applique aussi dans le cas mexicain, puisque les États-Unis n'ont pas, et le Mexique d'ailleurs, n'ont pas un grand intérêt à se brouiller entre eux. Il y a beaucoup d'intérêts interpénétrés entre ces deux pays, donc il faut évidemment que quelqu'un aboie sur le gouvernement mexicain, et donc c'est encore une fois le Parlement européen qui s'est prêté à ce jeu-là, et donc qui a accusé López Obrador de ne rien faire dans la défense des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Mexique, qui ont fort à faire, effectivement, dans certaines zones de non-droit, au cartel de la drogue qui pullule au Mexique. Alors là, López Obrador les a renvoyés dans les choux, évidemment, il ne va pas non plus s'embêter avec, on va dire, des deuxièmes couteaux. Et il a dit, il est regrettable que les parlementaires se joignent comme des moutons à la stratégie réactionnaire et putschiste qui s'oppose à son gouvernement. Il leur a rappelé qu'il a 66% d'opinion favorable dans la population mexicaine, qu'aucun gouvernant européen, évidemment, ne peut rivaliser avec ça. Et grosso modo, le gouvernement mexicain a renvoyé le Parlement européen dans ses cordes. On aurait attendu, évidemment, s'il y avait une politique étrangère, un minimum autonome, à ce que ce soit renforcé les liens avec ce grand pays en développement, grand développement qu'est le Mexique, puisque je rappelle que au début du mois de mars, le président López Obrador avait pris la décision de nationaliser le lithium, qui est dans nos ordinateurs, nos portables, nos engins électroniques, et qui a été une des raisons du coup d'État contre Evo Morales en 2019. Et donc le président mexicain a décidé donc de nationaliser la filière stratégique du lithium. Et entre autres choses, entre plein d'autres choses, mais dans cette optique stratégique, le gouvernement mexicain avait relancé la construction d'une raffinerie, de Dos Bocas, qui est aujourd'hui à 75%, 73% presque terminée. Donc c'est-à-dire que normalement, elle devrait être mise en fonction cette année.
et qui va évidemment redéfinir les liens de l'indépendance énergétique du Mexique, puisque en ce moment, le Mexique est producteur de pétrole et il importe 70% de son essence, notamment depuis les raffineries des États-Unis. Alors évidemment, il y a toujours quelques imbéciles qui vont dire « Mais comment ça se fait? S'ils ont du pétrole, ils n'ont pas d'essence ?» Ben oui, mais bon, en France, on a des vignes. Si on n'avait pas les cuves et les moyens technologiques pour faire du vin, ben on n'aurait pas de vin, on aurait des vignes, on aurait du raisin, et on vendrait à quelqu'un qui aurait le matériel adéquat nos raisins, notre raisin, pour pouvoir faire du vin. Évidemment, ce n'est pas le cas en France, et c'est exactement ce que veut faire López Obrador dans le cas du pétrole, notamment avec la raffinerie de Dos Bocas. L'idée, c'est qu'en 2023, le Mexique raffine absolument tout le brut qu'il produit, ou en tout cas tout le brut dont il a besoin, arriver à l'autonomie énergétique. Donc évidemment, dans ces conditions, on voit bien que les relations peuvent évoluer, notamment avec les États-Unis, au lieu, je dirais, de profiter de ce développement du Mexique et d'établir des relations complémentaires et de coopération entre les pays européens et le Mexique, les parlementaires de l'Union européenne n'ont eu de cesse que, encore une fois, d'aller mordiller les mollets de López Obrador et de ses partisans de la 4e transformation. Voilà, je finis sur le Pérou, coup de théâtre au Pérou, encore une fois, pour ne rien changer. On ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie jamais au Pérou, même si ça peut paraître un petit peu lassant tout de même. J'avais fait une vidéo la dernière fois particulière sur le thème du Pérou. Lorsque Pedro Castillo avait proposé son 4e cabinet ministériel en 6 mois, nous vous renvoyons à cette vidéo. C'était un cabinet modéré qui mettait en suspense à certaines des promesses électorales pour lesquelles il avait été élu, et en fait il avait réparti certaines quotas de pouvoir, pensant ainsi avoir la paix politique avec le législatif et éviter des procédures d'impeachment et de se faire foutre à la porte tous les 4 matins. Et il se trouve que le mardi, donc attendez que je calcule bien, j'ai un calendrier devant moi, hein, je triche. Le mardi 8 mars, jour de la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, le Parlement péruvien avait donné sa confiance au gouvernement, et donc on pensait évidemment que voilà, ça en était fini, qu'il allait y avoir quelques mois de répit. C'était en tout cas le pari qu'avait fait Pedro Castillo et son gouvernement, et paf, 4 jours après, une motion d'impeachment est déposée à l'Assemblée nationale, et le 13 mars, donc même pas une semaine après le vote de confiance, le Parlement, le même Parlement qui avait voté la mesure de confiance, a voté une mesure d'impeachment, donc qui devrait être débattue et finalement votée le 28 mars. Donc le 28 mars, encore une fois, le futur politique du président du Pérou va être remis en jeu. Ça fait maintenant 8 mois que ça dure. En réalité, pour Pedro Castillo, ça fait 8 mois que ça dure, mais ce cirque institutionnel dure depuis de nombreuses années au Pérou. Et quelle est la stratégie immédiate de la droite? Empêcher de gouverner. Empêcher de gouverner, puisque là encore, pendant une semaine, tout va être fait en fonction du vote, d'aller essayer de chercher les voix pour éviter la destitution du président, etc. etc. Et on est dans ce cirque permanent, mais finalement, cirque dont se bénéficie la droite, puisque ça, d'une certaine manière, ça empêche le gouvernement de gouverner pour le peuple, d'appliquer les mesures pour lesquelles il a été élu. Et puis, peut-être que ça sera aussi un sursaut salvateur, puisque les négociations, les magouilles politiciennes, la répartition de quotas de pouvoir, n'a pas fonctionné, puisque on est encore dans une mesure d'empêchement. Donc peut-être aussi que cela va radicaliser certains secteurs qui soutiennent le président Pedro Castillo, en disant « Attendez, là, il se trouve que
on essaie de négocier, ça ne marche pas, donc autant y aller avec les politiques pour lesquelles nous avons été élus et pour lesquelles le peuple est en train d'attendre. Voilà. Je rappelle aussi que lors de l'ascension de Boric, comme ça on revient au début, le président Castillo s'était réuni avec son homologue argentin qui a assumé la présidence temporaire de la CELAC, de la Communauté des États latino-américains et caribéens, et la CELAC avait émis un communiqué pour que l'institutionnalité soit respectée au Pérou, donc montrant aussi que le président Castillo n'est pas seul, n'est-ce pas, et qu'il bénéficie du soutien de la communauté régionale. Voilà, bon, ça a été un peu long, j'espère que c'était passionnant, et vous me direz en commentaire, bien entendu. Évidemment, nous vous invitons à partager cette vidéo, à la commenter, à nous poser des questions et de manière générale, nous poser des questions sur la page Facebook, sur notre site lesderives.info, sur nos réseaux sociaux. Et puis évidemment, à nous soutenir, à faire des contributions en fonction de vos moyens pour que cette voix discordante, cet autre son de cloche que vous apporte les Deux Rives ne s'éteigne pas. Nous comptons sur vous et à bientôt.